S'il y a bien un sport où avoir le bon matos d'entrée de jeu pour débuter et progresser sans perdre de temps à galérer inutilement, c'est bien le stand-up paddle foil Downwind. Aussi, dans la suite de la vidéo, je vous livre tous mes conseils pour choisir la bonne taille de planche d'entrée de jeu et mettre toutes les chances de votre côté pour décoller du bon pied. Salut les copains et les copines, aujourd'hui je vais aborder un sujet super compliqué. Le choix de la bonne planche de Downwind foil pour débuter et progresser. C'est un sujet aussi important que complexe car déjà la planche est un élément clé du début et en plus chacun est tellement différent du fait des capacités techniques et physiques, de la volonté, des expériences acquises dans les sports connexes auparavant, etc. Évidemment, les conditions météo rencontrées le plus fréquemment peuvent aussi jouer. Bref, selon les profils, une petite période de galère peut être potentiellement inévitable. Mais en revanche, la bonne planche, c'est la clé pour réduire au max cette galère, et si ce n'est, même éventuellement l'éliminer. Alors, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer? Il y a le volume, les longueurs, la largeur, la forme de rail, la forme de carène, l'outline, et aussi la construction. Les facteurs à prendre en compte en regard de ça, c'est le gabarit, les capacités physiques, les expériences précédentes, les conditions de ride, et aussi effectivement un petit peu le foil, puisqu'il y a des imbrications entre tous ces éléments. Au passage, je précise que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Duotone qui vient de dévoiler ses nouvelles planches Downwinder SLS et Downwinder Slim SLS. Ce sont donc les planches qui viennent illustrer mes propos, même si mes explications ne se limitent pas à cette gamme de planches. Bref, revenons au sujet principal. Donc le premier objectif qu'on va avoir en stand-up paddle foil, ça va être de décoller. Pour cela, il faudra être en capacité de tenir debout sur la planche et de passer toute sa puissance à la rame. Chercher à sauter les étapes et choisir tout de suite une planche un peu trop extrême comme les cadors du spot, c'est une erreur qui peut être fatale. Parce que si on ne tient pas debout sur la planche, on ne saturera pas à la rame et on ne sera pas non plus encombré en maniabilité en l'air. À partir du moment où on ne va pas en l'air, il n'y a pas de sujet. Et il n'y a pas de décollage sans tenir debout sur la planche. Mais d'un autre côté, toute largeur superflue, c'est de la traînée, donc un frein au décollage. C'est qu'il ne faut pas avoir une planche trop grosse non plus. Donc l'objectif, c'est de prendre une planche sur laquelle on peut ramer fort, mais qui soit quasiment la plus étroite possible. Ou autrement dit, on va chercher la planche qui traîne le moins d'eau possible, sur laquelle on est capable de ramer. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit à la fois aussi, donc je vous propose de rentrer dans les détails. Avant de vous livrer un tableau par gabarit qui sera forcément réducteur mais quand même un peu plus concret, revenons donc sur les paramètres qui peuvent varier sur les planches et quelques éléments en fait pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc déjà, la tendance que l'on peut observer, c'est que les planches tendent à s'allonger de plus en plus et à descendre en largeur, même pour débuter. L'an dernier, moi j'avais fait mes premières semaines avec une 7.2 par 22, mais aujourd'hui, sur les progrès sur les shapes, leur allongement permettent de commencer moins large pour la plupart des gabarits. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant de voir la faible largeur des planches, mais voilà, n'oubliez pas que au final, en fait, ce qui fait une large partie de la stabilité, c'est le foil. Bref, le volume est sans doute le premier paramètre à prendre en compte. Pour chaque gabarit, il y a un volume qu'il faut éviter de dépasser vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, en fait, la planche va être au-dessus de l'eau et potentiellement, elle peut avoir tendance à plus rouler. Et puis de toute façon, on va arriver sur des largeurs qui sont trop importantes. Et vers le bas, la planche, en fait, elle est trop sous l'eau, donc elle fait le bouchon. Donc là, au niveau stabilité, c'est un problème. Et en plus, dans ce cas, il faut d'abord ramer pour sortir la planche de l'eau avant de vraiment ramer pour décoller. Donc ce dont on s'est aperçu, c'est que pour débuter, ça marchait assez bien de choisir un volume avec son poids plus 35 ou 40 litres environ. Ensuite, le deuxième paramètre, ce sera le rapport longueur-largeur. Alors c'est difficile de dissocier ces deux éléments, longueur et largeur, tant ils sont vraiment liés. Plus une planche est longue et étroite, plus elle va se déplacer facilement sur l'eau, donc générer facilement de la vitesse qui permettra de créer de la portance sur le foil. Mais attention, car trop étroit, en fait c'est aussi super instable. Et ça devient vite un vrai enfer. Donc il est intéressant de noter que plus on va augmenter la largeur de la planche, plus on va aussi devoir augmenter la taille du foil, même à gabarit et niveau égaux. Et oui, parce qu'en fait, moins de vitesse, ça veut dire aussi nécessité de plus de portance. Donc, pour entrer progressivement dans les chiffres, disons qu'aujourd'hui, pour débuter, on parle de planches entre 7 et 8 pieds, voire même un peu plus de 8 pieds dans certains cas. En termes de largeur, ça se passe entre 19,5 et 22 pouces selon les gabarits, sachant que lorsqu'on augmente la longueur, ça permet aussi de modérer la largeur. Sinon, en fait, il y aurait plus d'écart de largeur en fonction des gabarits.
Sur les tailles des planches, je le disais en préambule, mais forcément, le gabarit, mais aussi les capacités physiques, l'expérience précédente, les conditions de ride et le foil utilisé doivent être pris en compte pour adapter les repères théoriques. Par exemple, si en Méditerranée, la longueur de planche conseillée sera surtout en dessous de 8 pieds, car avec le vent fort, on bénéficie de bumps raides, courts, et bien en fait, à l'inverse, en Atlantique, on aura tendance à allonger les planches pour choper plus facilement les houles plus longues et moins pointues, et en plus qui se déplacent plus vite. Les formes d'outline, de rail et de carène ont forcément aussi leur impact, ça ne va pas être une surprise. Donc pour la meilleure stabilité, la largeur à l'arrière et à l'avant ont un impact important. Plus l'outline est donc rectangulaire, plus on pourra réduire la largeur max. Mais bon, si les entrées et sorties d'eau sont fines, on perd aussi en stabilité. Mais voilà, on gagne d'un autre côté, on glisse. Le shape, c'est souvent une histoire de compromis. Et quand on touche à un endroit, ça impacte un autre. Au niveau des carènes, on peut avoir un peu de V, du concave comme sur les duotones. Et on peut aussi avoir, comme sur certains modèles, des carènes très rondes. Mais avec celle-ci, du coup, on devra remettre de la largeur pour la stabilité. Ce sont des choix par rapport à ce que la marque ou le shaper privilégie. Donc par exemple la souplesse des touchettes en vol ou la glisse à la rame, ça va être carène un peu ronde. Le démarrage au planning et la stabilité, ça va être carène un peu plutôt plus plate. Sachant que tous ces paramètres, voilà, comme je disais, ils interfèrent entre eux. Et il y a aussi la forme de carène derrière le foil, et notamment aussi le rocker. Lorsque c'est très plat et très tendu, ça favorise le décollage progressif en glisse. Et à l'inverse, lorsqu'il y a un gros kick, on utilisera plus facilement la planche au pumping dès la phase de décollage, ce qui est efficace quand on sait faire, mais qui est aussi un peu plus technique. Et par contre en vol, c'est aussi pas mal. Au niveau des rails, lorsqu'ils sont droits et parallèles, cela rend la planche plus directive à la rame pour aller droit et le pont a une largeur utile plus confortable. Mais certaines touchettes peuvent aussi être plus perturbantes. Et puis on a aussi enfin la construction qui peut nécessiter des choix. Donc construction carbone avec plus ou moins de carbone ou bambou, fibre, ou, je sais pas, ça dépend des constructions et tellement des marques. Et même il peut se poser la question du gonflable. Donc pour les gonflables, j'ai eu la chance de tester la Downwinder Air et j'en ai fait une vidéo, donc je vous mets le lien en direct ici avec tout ce que j'ai retenu. Et vous verrez, c'est quand même assez étonnant, et même si ça ne vaut pas une planche carbone, évidemment, moi perso j'ai quand même été surpris. Pour le reste, certaines marques du coup laissent le choix à la construction. C'est pas le cas de Duotone qui propose une seule construction sur ces deux gammes, là, la construction SLS avec du carbone. Franchement, voilà, si vous avez la bonne taille de board pour vous, c'est pas le fait qu'elle soit en carbone ou en fibre qui vous fera décoller plus tôt, même si évidemment le poids joue un petit peu quand même, à quelques centaines de grammes près, c'est négligeable par rapport au reste. Mais en vol, une planche rigide et légère sera toujours mieux, et a priori, j'ai quand même l'impression que les planches carbone vieillissent mieux également. Donc si vous en avez les moyens, je conseille quand même plutôt le carbone. Pour finir, je vais donc vous proposer un tableau récapitulatif et théorique avec les tailles de planches à privilégier pour débuter et progresser en stand-up paddle foil downwind. Mais comme j'ai déjà indiqué, les gabarits, le niveau et ou son expérience dans les sports connexes, sup downwind, foil, surf foil, subfoil dans les vagues, etc. Les conditions dans lesquelles on va pratiquer, donc je prenais l'exemple de la Méditerranée ou de l'Atlantique, tout ça nécessite de jouer avec les plages de taille du tableau. Donc je vous laisse un peu le tableau à l'image. Mais n'hésitez pas à partager votre expérience également en commentaire. J'aime toujours échanger avec vous et vos expériences pourront peut-être aider d'autres membres de la communauté et apporter une petite pierre au schmilblick. Allez, un petit mot quand même sur la gamme Duotone que j'ai utilisée sur toutes ces images. On a deux types de planches downwind sur deux types de largeur et épaisseur. Toutes deux sont optimisées pour une bonne stabilité en regard de leur largeur tout en cherchant la glisse maximale. La carène tendue privilégie un décollage en glisse et progressif sur les deux planches, même si la slim reste moins accessible, puisque moins étroite et moins épaisse aussi, on a des volumes plus restreints. Dans cette gamme, je pense que ce sont quand même clairement les Downwinder SLS classiques qu'il faut regarder pour débuter et progresser sur un mode de freeride. La slim, c'est déjà plus pour des riders expérimentés, qui n'ont pas de problème d'équilibre, de décollage, etc. et qui visent un peu plus la performance. Mais après, paradoxalement, ça va par exemple choisir une slim pour un rider qui sait déjà bien rider, ça va améliorer encore son décollage
car ça freinera moins la rame, juste que ça sera moins facile de ramer. Et puis aussi une slim ça freine moins dans les touchettes parce qu'il y a moins de largeur, donc moins de frottement. Voilà, juste que c'est clairement moins accessible au départ. Allez, maintenant je t'invite à voir ou à revoir mon tuto sur le décollage en subfold downwind pour te chauffer un peu et puis avant que tu ailles sur l'eau. Voilà, il t'est proposé à l'écran, donc n'hésite pas à cliquer dessus. Et puis moi je te dis à samedi prochain pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou de me laisser un petit mot, un like, c'est toujours apprécié. Bye bye.